Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alain Minc. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez appris, comme tout le monde, qu'Emmanuel Macron avait décidé de dissoudre l'Assemblée, convoquer des élections législatives anticipées donc pour dans moins de 3 semaines? Quelle a été votre première réaction? La surprise déjà, évidemment. J'ai été épouvanté par cette décision et la nuit portant conseil, je reste épouvanté par cette décision. C'est de l'audace ou de la folie que de faire ça? Emmanuel Macron a toujours été joueur, je veux dire. Ça c'est clair, il l'a été tout au long de sa carrière. Le seul problème, c'est que jusqu'à présent, il jouait avec son destin personnel et que là, à son destin personnel, qui est évidemment en jeu, s'ajoute le nôtre, donc ça fait beaucoup. Cette dissolution, c'est, on a entendu l'expression, un saut dans le vide. On joue à se faire peur? Oui, c'est un saut dans le vide, oui, à ceci près qu'on peut bien imaginer les scénarios. À mon avis, les choses se résument très simplement. Au mieux, ce sera le chaos, au pire, ce sera le Rassemblement national. Je ne vois pas en quoi cette élection peut améliorer la situation parlementaire qui est aujourd'hui celle du camp macroniste. Qui a une majorité relative, mais qui peut se retrouver, soit s'il y a sursaut, avec une majorité relative peut-être plus forte, ou avec une majorité relative plus faible. On prend un billet, on prend un pari, on se retrouve le 5 juillet. Vous pensez qu'il y aura plus de députés aujourd'hui du camp macroniste? Mais n'est-ce pas son pari? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la tactique, ou la stratégie politique. Non, mais il y a Quelle est la stratégie politique derrière? Non, mais je pense que derrière la stratégie politique, comme souvent chez Emmanuel Macron, il y a une grande part de psychologie. Et qu'au fond de lui-même, il continue à penser que sa magie, qui a beaucoup fonctionné, c'est vrai qu'il a été 2 fois, va opérer encore. Mais je crois qu'en plus, si vous voulez, les conditions de cette opération, Jordan Bardella lui demande la dissolution à 8h05, il la lui donne à 21h. Je veux dire, ce n'est pas une dissolution qui donne le sentiment d'avoir été gérée, pensée, réfléchie. En plus, quand on dissout avec une campagne dans un délai de 21 jours, il faut que le lendemain matin, on ait un très grand parti en ordre de marche, avec des comités dans tous les départements, avec des militants qui ont déjà la main sur le rouleau pour coller les affiches. Or, qui peut prétendre que Renaissance, aujourd'hui, est ce que fut le RPR il y a 20 ans ou le Parti socialiste il y a 20 ans? C'est une espèce d'ectoplasme politique lié aux conditions même de l'élection d'Emmanuel Macron. Donc c'est très difficile de mener campagne dans ces conditions-là. Mais pour tout le monde aussi, ça sera court pour tout le monde. Oui, mais enfin les autres sont quand même plus outillés. Je veux dire, même un parti comme les Républicains, c'est un vieux parti, il a des habitudes, il a des réflexes. Alors bien sûr, le Rassemblement national a des trous dans son gruyère, mais il les aura, ces candidats. Je veux dire, quand vous voyez la carte qui suit, que les journaux publient, qui suit cette élection avec, une domination dans tous les départements, sauf 1 ou 2 lieux ponctuels du Rassemblement national, vous arrivez à penser qu'il fera pas plus des 80 et quelques députés qu'il a aujourd'hui? Enfin. Ça n'a aucun sens. Donc c'est un coup de poker. Mais pour gagner, dans l'espoir de... Mais je ne comprends pas ce coup de poker, parce que qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas comment la situation parlementaire à laquelle il faisait face sera améliorée. Il pouvait s'en tirer avec cette situation parlementaire. Il pouvait s'en tirer depuis juin 2022. Il avait qu'à faire une coalition avec les Républicains. Mais une coalition, évidemment, ce ne sont pas des ralliements. Ça exige des concessions, des contreparties, un équilibre relatif du pouvoir. Il ne l'a pas fait. Il pouvait le faire encore hier. Il pouvait attendre la discussion budgétaire et le faire à ce moment-là. La présidente de l'Assemblée nationale, qui est une personne qui, je trouve, s'est affirmée de manière très intéressante dans le débat français, l'a dit ce matin avec une clarté absolue. Il y avait une autre voie. Il y avait une autre voie pour stabiliser la situation. Et c'est faux de dire qu'elle a été explorée. C'est faux. Ils n'ont jamais eu la discussion avec une feuille de papier, qu'est-ce que tu acceptes,
Qu'est-ce que j'accepte? Et ce, au vrai niveau auquel ça doit avoir. Oui, ils ont envoyé 3 missiles de mini-missiles demandant est-ce que vous êtes prêts à nous rejoindre? D'ailleurs, qu'est-ce qu'a dit M. Séjourné hier, le président du parti Renaissance, ou de ce qui en tient lieu? Il a dit nous soutiendrons des candidats autres que les candidats Renaissance qui nous rejoindront. Il a reculé après, il a reculé. Non mais tout dire. L'inconscient a parlé, l'inconscient macroniste a parlé, c'est le ralliement. Mais pour avoir des ralliements, il faut être en position de force. Ouais. Vous n'êtes pas en situation de faire des ralliements quand vous faites un score aussi médiocre. En plus, les élections européennes, il y a un côté élection pour rire dans les élections européennes sur le plan national. Le président a dit élections européennes, conséquences européennes. Bien sûr. Donc, alors là, apparemment, c'est un reniement. Alors, il paraît que c'était un rideau de fumée. D'ailleurs, ça nous interdit de regarder ce qui s'est passé sur le plan européen et qui est plutôt rassurant. Finalement, les lignes de force n'ont pas bougé massivement. La coalition modérée qui gouverne l'Europe depuis toujours va continuer à la gouverner. C'était au moins la bonne nouvelle d'hier. Donc, dans ce contexte-là, pourquoi? Comment? Comme ça? Non, je pense que c'est une grave erreur. Bon, sachant que l'histoire des dissolutions en France... Je peux ajouter quelque chose? Bien sûr. Parce que il y a 2 cas de figure. Il y a un cas de figure donc avec une assemblée encore plus ingouvernable. Puis un cas de figure où il y a un raz-de-marée Rassemblement national. Ben là, je vous fais mon pari qu'Emmanuel Macron ne pourra pas rester à l'Élysée. S'il y a une majorité absolue RN, pour vous, Emmanuel Macron? D'abord, je pense que la dignité supposerait d'en tirer les conséquences. On n'est pas dans un cas comme Jacques Chirac en 1997. Ouais, j'allais faire le parallèle. Jacques Chirac pouvait se représenter. Les cohabitations fonctionnent quand le président peut dire « Ok, je souffre, je te laisse gérer, mais mon garçon, on se retrouve dans 2 ans », ce qu'a fait François Mitterrand, ou 5 ans, ce qu'a fait Jacques Chirac. Ouais. Emmanuel Macron ne peut pas se représenter. Sauf préparer le terrain pour un potentiel successeur. Non mais la manière dont il traite ses potentiels successeurs n'est pas d'une solidarité extrême. Donc, dans ce cas de figure-là, je pense que le Rassemblement national, les dirigeants du Rassemblement national ne sont pas des imbéciles politiques, j'allais dire malheureusement. Donc, ils savent très bien que s'ils sont au pouvoir, avec Emmanuel Macron président pendant 3 ans, ils vont subir le poids des circonstances jusqu'à la présidentielle de 2027. Ils auront tout intérêt à le faire tomber avant. Et le faire tomber comment ? Mais attendez, on ne mesure pas que la cohabitation suppose d'une certaine façon un code de savoir-vivre. Code de savoir-vivre même dans la gestion des crédits publics. Le pouvoir est à Matignon. On oublie que la machine étatique, la façon dont ça fonctionne, fait que le pouvoir de tous les jours est à Matignon. Ouais. En plus, Emmanuel Macron est un homme orgueilleux. Donc je pense qu'il ne se laissera pas humilier et qu'il nous fera plutôt une sortie du style « je reviendrai ». Et donc je pense réellement au fond de moi-même que si le Rassemblement national est à la majorité absolue ou tout près de la majorité absolue, je vous fais le pari qu'on aura une élection présidentielle dans les 6 mois qui suivent. Et pour vous, les 2 scénarios les plus crédibles, c'est donc une majorité relative pour le RN ou une majorité absolue? Aujourd'hui, c'est ça. J'en sais rien, on est sous le choc encore, mais j'ai tendance à... La seule chose dont je suis sûr, c'est que la situation sera moins favorable, sera dégradée pour le camp macroniste par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Le nombre de députés. Ça me paraît une certitude. Si je devais faire un pronostic, mais avec beaucoup de prudence, c'est plutôt une chambre beaucoup plus ingouvernable qu'aujourd'hui, sans majorité absolue, mais je personne peut-être. Et dans ce cas, il y a qui comme Premier ministre quand on a... J'en sais rien. Que des majorités. Enfin, on a. Vous savez, on serait en Italie, on irait chercher un immense technocrate. Oui. Bon, on n'est pas en Italie. Nous n'avons pas un Mario Draghi sous la main. Bon, en plus, je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron supporterait d'avoir un personnage d'une prestance égale à celle de Mario Draghi à Matignon. Bon, on peut aller chercher au point d'équilibre entre les macronistes et le RN. LR a une partie à jouer. Dans cette élection législative anticipée? Oui, d'abord parce que le centre de gravité de la France est à droite, quand même. Non, mais les Européennes montrent qu'ils n'ont pas le vent en poupe. Non, ils n'ont pas le vent en poupe aujourd'hui, bien sûr, mais le centre de gravité est à droite. Et s'il y a un point d'équilibre quelque part entre le centrisme macronien
et la droite dure, ils peuvent avoir un espace où trouver un rôle. Mais ça dépendra du nombre compliqué. Et puis, il y a ça dépend du nombre de députés LR aussi, oui, bien sûr, additionnés aux députés macroniens. Et puis, il y a ce qui va se passer à gauche. Ce que je trouve très embêtant, c'est que la gauche était en train, grâce au succès de Raphaël Glucksmann, de s'émanciper de Jean-Luc Mélenchon, ce qui est une affaire de salubrité publique, compte tenu de ce que les Insoumis sont devenus ces dernières semaines. Comment ça va se passer? Alors, est-ce que l'initiative de François Ruffin annonce une scission des Insoumis et un front de gauche, hormis les mélenchonistes durs? Je n'en sais rien. Mais si c'était le cas, ça serait au moins une bonne nouvelle. Bon, et miser sur un sursaut démocratique en sa faveur, est-ce que c'est pas ça aussi le calcul? Non, mais il y aura un sursaut. Non, mais président de la République. Non, mais il y aura évidemment un sursaut. Mais il faut que ce soit digne du talent d'un sauteur de triple saut olympique. Hein. J'ajoute aussi que, enfin, il y a les Jeux. C'est-à-dire, Macron a passé un temps fou à la préparation des Jeux. Il y attache une importance considérable. Et il se voit les inaugurer avec à sa droite M. Bardella ou Mme Le Pen. Parce qu'on ne sait pas d'ailleurs exactement qui est le candidat Premier ministre du RN. À quoi ça ressemblerait une cohabitation Macron-RN? Mais je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit, le mot cohabitation n'est pas adapté. Car une cohabitation sans possibilité pour le président en charge de se représenter n'est pas une cohabitation. Le président en charge se met à ressembler à ce moment-là au président de la 3e ou de la 4e République. Et je ne vois pas Emmanuel Macron accepter d'être Albert Lebrun. Après, pardon, mais en cas de, imaginons une majorité relative pour le RN, il nomme qui à Matignon, Emmanuel Macron? On l'a dit précédemment, il peut essayer d'inventer une solution sans leur donner le job tout de suite. Mais c'est quand même tout ça, c'est l'ingouvernabilité. Enfin, arrêtons. Déjà, on a Donc passé... ça ne changerait pas par rapport à la situation actuelle. Non, parce qu'aujourd'hui, son camp est quand même à 30 voix de la majorité absolue. Je veux dire. Et il aurait pu avoir la majorité absolue en faisant un accord avec LR. Donc on sera très loin. Je reviens, pardon d'arriver toujours à cette affirmation, la situation ne peut qu'être parlementairement pire pour lui qu'aujourd'hui. Mais ça, il s'en doute, encore une fois, j'ai du mal à comprendre le calcul politique ou la stratégie politique quand on sait bien qu'a priori on fera moins bien que la situation actuelle en termes de nombre de députés. Mais vous savez, chez les hommes politiques, la part de psychologie est supérieure à ce qu'elle est chez les gens du quotidien comme vous et moi. On dit que les européennes, c'est peut-être d'ailleurs aussi une explication qui a traversé le cerveau du président en se disant que les européennes sont... Voilà, c'est les européennes, on peut se défouler, mais que sur une législative, on redevient sérieux parce qu'il s'agit de l'avenir du pays. Oui, d'accord. On oublie quand même la présidentielle, hein, parce que là, tout le monde dit la droite extrême fait 40%. On oublie quand même que 42% des Français ont voté pour Marine Le Pen. Ils ont fait cet acte-là dans un vote avec une participation assez élevée. Bon, toute personne qui a fait ce vote une fois peut le refaire une deuxième fois. C'est de ce point de vue, moi, je trouve que l'interprétation qui était de dire poussée extrême de l'extrême droite ou des populistes de droite, disons, pour être plus générique, parce que ça a changé un peu de nature, ce mouvement, ne tient pas compte de ce que fut le deuxième tour. Madame Le Pen a eu 42% des voix des Français. Ils sont là, ces 42%, ils vont voter. Donc, pour eux, la transgression, elle a déjà eu lieu. Pour ceux qui, avant, pouvaient penser que c'était une transgression. Donc, il est là, son réservoir. Attendez, je ne dis pas qu'ils vont faire 42%, mais c'est une réalité qu'on a totalement... Tous les commentaires d'hier occultent cette réalité. 42% des Français ont déjà mis un bulletin pour elle, dans l'urne. Est-ce qu'il ne fait pas le pari, le président de la République, que si le RN, Marine Le Pen, gagne les législatives, son bilan derrière, si jamais il y a un Premier ministre d'extrême droite, le bilan disqualifiera automatiquement 3 ans plus tard celui ou celle qui se présentera pour les couleurs de l'extrême droite? Oui, mais on troque une difficulté. À la Mitterrand, quoi. On troque une difficulté pour un risque maximum qu'on fait payer au pays. Parce que on ne parle pas d'économie alors qu'on est dans une émission. Vous avez raison. Attendez, il faut voir les conséquences. Bon, la bourse pour le moment a réagi modérément. Mais la bourse, c'est pas très important. La question, c'est le spread français.
Je veux dire, le spread... Aujourd'hui, les taux à 10 ans français prennent 5 points de base. Oui, c'est rien. Ça, c'est Voilà. parfaitement secondaire. Mais chacun sait que le spread est artificiel. Chacun sait que c'est un miracle. Que la raison de ce miracle, c'est au fond que tout le monde se dit, bon, même si la France est mal gouvernée, elle arrivera toujours à lever des impôts pour rembourser ses dettes. Et puis, il y a stabilité politique en France. C'est ça aussi. Et il y a stabilité politique. Bon, je veux dire, quand on voit, j'ai lu que ce matin, je ne sais quel porte-parole du RN a déjà dit, on reviendra sur la réforme des retraites, si on vient au travail, au boulot, au pouvoir, pardon, boulot, quel lapsus. Macron, en plus, met en jeu ce qui a été sa réussite. Il a rendu la France business-friendly, formidablement. Bon, mais c'est un risque. Avec des populistes de droite dans une position extrêmement forte, la France, elle sera beaucoup moins business-friendly. Qu'est-ce qu'il y a de dangereux d'un point de vue économique? Vous avez raison de parler d'économie. D'un point de vue économique, dans le programme, on va attendre de voir ce qui est dans le programme. Déjà, le retour, la réforme des retraites, la dérobade sur les enjeux européens. Qui coûtera évidemment des dizaines de milliards d'euros, enfin, ou des milliards d'euros. Oui, non, mais ça, de toute façon, il ne faut jamais oublier une chose. Dieu merci, les marchés sont là. Les marchés ont liquidé quelqu'un qui était une turiféraire des marchés, qui était Madame Truss, en Royaume-Uni. 2 jours, 3 jours. Donc, et c'était pourtant quelqu'un qui leur était extraordinairement sympathique en termes idéologiques. Alors, je veux dire, un parti populiste de droite, les marchés lui passeront assez vite le licol. Mais le licol, ça a un prix pour la population. Le pays payera en réalité le prix de la pression que les marchés seront à bon droit obligés de mettre sur l'hypothétique pouvoir en place. Je dis hypothétique, on n'y est pas encore non plus. Et il y a ce risque vraiment de dérapage, encore une fois, des taux d'intérêt sur la dette française. Si la France est mal gouvernée, si la réforme des retraites est annulée, si les vannes du budget sont ouvertes, si les rigidités sur le marché du travail sont recréées, si la fiscalité devient plus rude par rapport au jeu de l'économie de marché, vous croyez que les investisseurs internationaux resteront l'arme au pied comme ça en gardant le spread miraculeux qu'est le nôtre, alors qu'on est à 0,5 au-dessus de l'Allemagne qui a 60% de dette? On devrait être tout près de l'Italie, qui est beaucoup plus stable politiquement que nous. Donc ce miracle-là, il ne durera plus. Bon, et les attentes du pays, encore une fois, elles sont économiques ou pas? C'est peut-être une erreur de calcul du président de la République d'imaginer que ces bons résultats économiques, parce qu'il y a quand même des bons résultats aussi en termes d'économie. Mais absolument. Finalement, je crois ne sont pas l'élément clé dans la réflexion et dans un vote. Non, mais vous avez raison. Il y a chez Emmanuel Macron un côté marxiste paradoxal. Or, moi qui suis un vieux marxiste, si je puis dire, je ne suis pas d'accord sur ce point avec lui. Il pense au fond que la réussite économique conditionne le reste. La réussite économique, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il y a l'idéologie, il y a les enjeux symboliques, il y a l'identité, il y a toute une série d'autres sujets. Et l'économie, si la réussite économique suffisait, la vraie réussite qu'a eue Emmanuel Macron, qui était la baisse du taux de chômage, aurait abouti à un autre résultat électoral que celui qu'on voit. Donc hier est la démonstration que le succès économique ne suffit pas. Ouais. Après, on le sait, il y a ce besoin impérieux, ou sauf à s'asseoir dessus et à subir les conséquences des marchés, il y a ce besoin impérieux de réduire les déficits. La France est un peu au pied du mur. Après, elle peut prendre plus de temps que ce que certains voudraient. Mais ce n'est pas antagonique avec le programme économique du RN s'il est appliqué. Mais totalement antagoniste. Déjà, cette majorité qui connaît les réalités économiques n'a pas réussi à réduire les déficits. Vous pensez qu'une assemblée moins gouvernable, avec plus d'incompétents économiques, va les réduire mieux que l'Assemblée actuelle? Il y a plus d'argent à récupérer sur la fraude fiscale, il y a plus d'argent. Arrêtons, c'est bon, tout ça, c'est ce que les journalistes appellent des marronniers, vous le savez bien. Enfin, voyons, pourquoi ils gouverneront mieux? Il n'y a pas de trésor caché. On peut pas dire d'un côté que c'était un gouvernement technocratique et dire par ailleurs qu'il ne savait pas gouverner.
C'était un gouvernement technocratique qui savait gouverner, et néanmoins il avait des problèmes. Alors il a fait des choix, il a refusé d'augmenter les impôts. Moi j'étais pour une augmentation de la TVA, mais je pense que la capacité de gouvernement va se dégrader nécessairement avec la nouvelle Assemblée. Donc Dieu merci, la grande différence, au fond, le programme du RN, c'est le programme Mitterrand à peu de choses près de 81. Une grande différence près. En 81, la dette française était 10% du PIB. Voilà. Là, c'est 120% du PIB. Donc, les marchés seront l'ultime corde de rappel de la réalité. C'est ça, en fait, à supposer qu'il y ait une majorité absolue législative pour le RN, soit il applique son programme économique, et dans ces cas-là, ça met les marchés, enfin ça met une pression énorme sur le refinancement de la France. Absolument. Soit il n'applique pas son programme, et dans ces cas-là, Macron aura beau jeu de dire, ben, voyez, il faut pouvoir. Mais le jour où, si le RN, par malheur, à mes yeux, par malheur, a une majorité absolue, ce que dira Macron comptera pour 0. Il aura été disqualifié. Et c'est pour ça que je pense qu'il sera obligé de partir. Je veux dire, l'acte qu'il fait, il fait, si vous voulez, un acte à la De Gaulle. En réalité, au moment où De Gaulle appelle les élections en 68, à 2 différences près. Un, ce n'est pas faire injure à Emmanuel Macron de dire qu'il n'est pas De Gaulle. Et 2, il n'a pas Georges Pompidou avec lui comme numéro 2. Ça fait quand même 2 énormes différences. Hein. Il y a un coup à jouer à vous écouter, on l'a dit, mais peut-être on peut insister là-dessus. Pour la droite, pour les Républicains, il y a un coup à jouer dans cette élection législative. Même si en 3 semaines, on se demande sur quoi est-ce que les uns et les autres vont faire campagne. Hein. Je pense que d'une certaine manière, les Républicains, je ne sais pas quelle est la traduction politique de ce que je vais dire, mais je pense que les Républicains sont assez au centre de gravité de ce qu'est le désir politique actuel, c'est-à-dire une France de droite, quand même, mais néanmoins chez eux une capacité de dialogue avec la France du centre, voire avec la France ils font 7% aux européennes hier. Donc Oui, d'accord, ils font 7%, mais ils tiennent le Sénat, ils tiennent des villes, c'est un vrai parti. Hein. Si ce n'était pas un vrai parti, ils auraient complètement disparu. Bon, en tout cas, D'ailleurs, la même chose peut être dite pour les socialistes. C'est quand même frappant de voir que même dans les cordes, dans ces dernières années, même avec des scores au présidentiel dérisoires, ces 2 partis de gouvernement ne sont pas morts. Les partis de gouvernement, c'est comme les journaux, ça meurt difficilement. Bon, et en tout cas, Éric Ciotti, lui, il refuse tout accord avec la majorité. C'est ce qu'il a dit, ça. Non, mais il refuse tout accord national. Mais on verra bien ce qui se passe dans les circonscriptions, qui soutient, ça. Il va y avoir beaucoup de situations différentes. Il y a un point très important dont personne ne parle. Les règles font qu'il faut, pour être au 2e tour d'une législative, avoir 12,5% des inscrits. Ouais. 12,5% des inscrits avec 70% de participation, c'est 17 à 18% des exprimés. Ça met la barre très haut. Et il y aura beaucoup de surprises sur le nombre de gens qui vont être éliminés par l'incapacité d'atteindre les 18%. À ceux qui se disent, mais en Italie, l'extrême droite est arrivée au pouvoir, Giorgia Meloni, il n'y a pas eu de drame. Non, mais c'est vrai, mais il y a une immense différence. L'extrême droite, ou la droite populiste, est absorbée par les démocraties parlementaires. Et on le voit même, par exemple, aux Pays-Bas, où elle gagne relativement les élections, elle est obligée de faire une coalition, et son chef est obligé de renoncer à être Premier ministre. En plus, dans les démocraties parlementaires, le vainqueur des élections ne devient pas chef de l'État. Madame Meloni, elle a au-dessus d'elle M. Mattarella, adulé par les Italiens, et si elle bouge trop, il la rappellera au respect de l'état de droit. Le problème des institutions françaises, c'est que ce sont des institutions absolutistes, en particulier par l'élection présidentielle. Donc, si l'extrême droite gagne, comme on gagne sous la Ve République, c'est-à-dire présidentielle ou législative plus présidentielle, elle aura tous les pouvoirs. C'est sans équivalent en Europe. La démocratie parlementaire, ça a de mauvais côtés, ça crée de la mollesse, ça crée de la lenteur, mais ça absorbe les chocs. La monarchie française n'absorbe pas les chocs, elle les amplifie. Je vous sens, on se connaît depuis quelques années maintenant, je vous sens à la fois troublé et en colère. Non ? Les deux, je suis troublé par les risques que nous risquons d'affronter et en colère pour la décision à mes yeux inconsidérée qui a été prise, oui. Très bien, troublé, en colère. Bon,
Vous venez nous revoir après le second tour? Troublé, moins troublé j'espère, et moins en colère j'espère. Aussi. Merci en tout cas, merci pour cet entretien. Alain Minc, donc invité de la grande interview en direct sur Boursorama.